Ça y est les amis, enfin nous sommes au mois de juin, le mois de l'été, et d'ailleurs les températures commencent à remonter, mais ce qui va aussi continuer à remonter, c'est vos questions auxquelles je réponds dans cette FAQ, notre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches, qui je vous le rappelle, est en live, donc vous pouvez venir à partir de 15h discuter, comme ça passer un moment tous ensemble, c'est vraiment un truc que moi j'affectionne particulièrement, et bien évidemment, ça continuera dans cette tradition. Je vous préviens simplement que la semaine prochaine, il n'y aura pas de FAQ parce que je suis au Portugal. Je vais me détendre quelques jours pour récupérer un petit peu et revenir plus fort que jamais pour vous accompagner sur cet été qui s'annonce extrêmement chaud. Et bien évidemment, c'est la tradition avant de passer à la première question. Nous allons regarder un petit peu l'actualité du monde de la moto et de la chaîne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai publié en fait l'autre FAQ, celle de la semaine d'avant, où on discute notamment de la V3R e-compressor chez Honda, ce monstre que le constructeur est un premier constructeur de moto au monde. Je vous rappelle quand même qu'en 2024, ils avaient 40% des deux roues dans le monde. Quand vous en êtes à avoir deux roues sur deux quasiment dans le monde, c'est que vous êtes bien. Quand est-ce que ce nouveau monstre, ce 3 cylindres en V avec un compresseur électronique arrivera-t-il? Eh bien écoutez, on en discute dans cette vidéo. Et puis je vous ai publié hier le top 10 de la loose, celui qu'on n'a absolument pas envie de voir, mais il faut bien en parler. C'est le top 10 des motos les plus volées, avec deux marques notamment qui règnent absolument en maître absolu sur ce classement tristement célèbre. Je vous invite à aller le regarder aussi, vous avez fait un bon accueil à la vidéo, elle fait déjà pas mal de vues. Eh bien écoutez, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller regarder. Première question de la part de BBZ Biker qui nous dit « Hello, que penses-tu de la KLE 500 ? Je vais l'essayer ainsi que la 4R pendant le Kawa Tour. » Et alors, c'est vrai effectivement que BBZ Biker pose cette question pile au bon moment parce que j'ai été invité par Kawasaki France pour aller tester la KLE 500 du côté du 78. On est allé faire des trucs très sympathiques, de la route, du off-road. En plus, vous le savez, ce n'est pas mon terrain de prédilection, mais je me suis prêté au jeu et ça s'est extrêmement bien passé. Alors bon, il y a juste eu un problème, c'est que j'avais prévu le double sur toutes mes affaires, les tenues, les casques, les gants, etc. J'avais juste pas pris mon sac à dos avec mes caméras. Bref, ça c'est moi, clairement. Donc la machine, je vais aller la récupérer chez Kawa France, ils vont me la prêter gentiment en début de semaine prochaine pour vous en faire tous les contenus dédiés, essais ainsi que Reels. Pour la partie off-road, de toute façon, c'est pas grave que je n'en fasse pas puisque vous savez qu'à la base, ce n'est pas mon fort et que je vous donnerai un peu un ressenti, mais pas non plus une expérience définitive parce que je ne suis pas un pro là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est une machine que j'ai particulièrement appréciée. Elle est extrêmement facile à prendre en main. C'est une machine qui est très agréable. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je trouve qu'elle a certains avantages et certains inconvénients par rapport à la concurrence que j'ai pu un peu tester. F450 GS en tête, mais aussi la CF Moto 450 MT. Il y a quelques trucs, notamment au niveau du positionnement tarifaire de cette moto, où elle répond à un cahier des charges parfaitement. Mais sur l'aspect pur marketing par rapport à ce que les autres ont en face, c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais je vous en donnerai une vue un petit peu plus globale dès que nous aurons fini tous les contenus. Vous les aurez d'ici une semaine et demie maximum. Prochaine question de la part de AZN BKA qui nous dit « Bonjour Roadsters TV, quand pensez-vous que QJ Motor va sortir la SRK 1051 RR ?» Et ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que vous le savez, QJ Motor, ils ont fait beaucoup de choses ces derniers temps. Ils ont fait beaucoup d'annonces. Et notamment, on a eu récemment toutes les SRK 800, 921. Je vous ai testé la 921 d'ailleurs. C'est une machine que j'avais beaucoup appréciée. Mais il en reste une. Il en reste une dans le carquois assez garni quand même de QJ Motor, l'archer chinois. Cette machine, elle avait été présentée à l'ECMA encore l'année dernière, quand on y était allé. Et il s'agit de la SRK 1051 RR. Une moto d'ailleurs dont le design a été réalisé par un designer italien et qui est véritablement assez à part. Quand on regarde les lignes de la moto, on retrouve certains codes stylistiques qu'on a notamment sur les 800, sur les 921, mais avec quelque chose d'un peu plus élancé, d'un petit peu plus furieux. Alors, la machine va coûter aux alentours de 15 000 € à peu près, de ce qu'on en sait, et elle aura 144 chevaux à 10 600 tours minute. Donc vous comprenez bien que son objectif n'est pas de venir se mettre en frontal avec des ZX10R, CBR 1000RR, les grosses hyper sportives. C'est plutôt
de proposer quelque chose qui soit à mi-chemin entre justement les sportives mid-power façon Panigale V2, R9 et compagnie, et puis ces grosses machines. Moi, mon avis, si on doit vraiment comme ça essayer un petit peu de théoriser sur la date de sortie de cette machine, tout du moins la date de son annonce, pour moi, ce sera à l'ECMA 2026, puisque QJ Motors ont déjà énormément dégainé de cartouches sur cette année. Et je vous le dis, je vous le répète encore une fois, c'est pour moi le constructeur qui est aujourd'hui le plus menaçant. Le plus menaçant face à CF Moto. Zontes et Vosges sont au-dessus en termes de vente sur l'année 2025. Mais QJ Motors, ils ont véritablement, comme on a l'habitude de dire, la dalle. Ils ont faim, ils ont envie d'aller chercher. Et on le voit avec toutes les motos qu'ils ont sorties, avec la volonté de faire de la promotion qu'ils ont autour de ces machines-là. SRK 800, SRK 800 Dark, 800 RR, 800 RS, il y a énormément de choses. Même dans les petits segments, on a des machines chez QJ Motors qui sortent, avec notamment la 421. D'ailleurs, on est sur le site de Motoplanète, on peut en profiter. Si on va regarder QJ Motors 2026, on voit bien que leur gamme est ultra pléthorique. Vous avez 6 roadsters, avec la 921 en tête, super machine. Vous avez dans les trails notamment la 800 RX qui est une nouveauté. Vous avez la 450 qui a été présentée dans les sportives. Vous en avez plein. Et vous avez cette 421 RR dont l'objectif est de venir un petit peu se battre sur le terrain de la ZX4R et RR. Donc vraiment, QJ Motors, ils ont beaucoup de volonté d'aller se développer et d'aller chercher. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Et à mon avis, la 1051 RR, on va la voir arriver à l'ECMA avec peut-être une date de sortie proche si QJ Motors a réussi à homologuer la machine. Et ça, c'est une autre paire de manches. Prochaine question de la part de HMZ GTR 6969. Les pseudos absolument incroyables. Les italiennes sont-elles enfin fiables? Et à contrario, des soucis sur les japonaises. Alors ça, c'est quelque chose qui ramène à plusieurs échos qui ont pu avoir ces derniers temps. Et la situation aujourd'hui actuelle, elle est que la fiabilité dans le monde de la moto, elle est un petit peu en train de s'uniformiser. Mais elle n'est pas en train de s'uniformiser vers le bas, elle est en train de s'uniformiser plutôt vers le haut. Il existe toujours des petits couacs, des accidents qui peuvent arriver véritablement, mais ce qu'on constate, et ce que moi je constate par exemple, c'est qu'une marque qui avant était universellement décriée comme étant assez peu fiable, à savoir Ducati, vous savez un peu, vous avez tous entendu une blague ou deux concernant justement Ducati, ta Ducati elle prend feu, etc. Aujourd'hui, Ducati appartient au groupe Volkswagen, par Audi, etc. Et c'est une marque qui rencontre extrêmement peu de problèmes par rapport à il y a encore 10 ans ou 15 ans. Chez les concessionnaires dans lesquels je me rends, on me dit très souvent que c'est une marque qui vraiment n'a plus vraiment de soucis de fiabilité majeurs. Après, par exemple, on est toujours chez les Européens, vous avez actuellement KTM qui a peut-être un petit peu plus de couac avec potentiellement des virages électroniques qui ont peut-être été mal négociés et qui du coup font que les softs sont pas aboutis à 100%, peut-être des sorties un petit peu hâtives qui ont fait que certaines machines ont connu des soucis. Mais globalement, on est sur une marque qui est à la marge. Encore une fois, je vous le dis, les problèmes de fiabilité chez les marques, c'est pas plus 20, plus 30% par rapport aux autres. C'est des points de différence au niveau de ce qu'on peut voir. Mais du coup, ça peut faire parler et ça peut du coup faire remonter. En ce qui concerne les marques japonaises, je sais qu'il y a eu récemment certaines choses, notamment concernant les Yamaha R9, où il n'y en avait pas beaucoup de disponibles parce que la machine, justement, semble avoir des soucis sur ses cadres. Mais ça, encore une fois, c'est des prestataires externes, que certaines motos peuvent avoir des petits soucis, mais réellement, les Japonais restent encore aujourd'hui maîtres en la matière de la fiabilité, tout simplement parce qu'ils ont une façon d'approcher tout ce qui est conception de machine d'une manière complètement différente des Européens, parce qu'ils font ce qu'on appelle de l'itération. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre une moto et ils vont la développer encore et encore et encore, toujours sur la même base, de façon à atteindre quelque chose qui soit ultra fiable, parce que en fait, vous êtes tout le temps sur la même fondation. La preuve de ça, c'est aujourd'hui par exemple cette moto, la Suzuki Hayabusa, se base quand même sur le bloc moteur de 1340cc qui équipait déjà l'Hayabusa de deuxième génération sortie en 2008. Donc autant vous dire que ce bloc, on le connaît par cœur, et que par exemple Suzuki, sur les GSX R1000, pour vous donner un ordre d'idée, pour les motos d'endurance, ils prennent les blocs et ils les mettent au rupteur
pendant 24 heures sans casse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'être au rupteur pendant 24 heures. Je pense que quasiment aucun d'entre nous qui a pu rouler ou posséder une GSX R n'aura réussi à faire ça dans sa vie sur la durée cumulée. Donc c'est pour vous montrer à quel point ces marques, elles sont très fiables. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, les choses ont tendance à s'uniformiser avec des fois des petites différences statistiques. Ça peut être le cas par exemple chez KTM où en ce moment, il y a certaines machines qui connaissent un petit peu plus de soucis. Mais je pense que globalement, il n'y a pas à s'en faire. Et alors les Japonais, croyez-moi, hein, c'est pas parce qu'il y a quelques CB1000 Hornet ou quelques CB1000 GT qui ont connu des petits soucis ou des CBR 600 RR que ça va arrêter Honda d'être extrêmement fiable et ils vont réagir très vite à ça. Avant-dernière question de la part de Xourjs, XOURJS, voilà, salut. Quand l'IA va-t-elle arriver sur les motos d'après toi? Vaste sujet, extrêmement intéressant, hein, ce sujet de savoir quand est-ce que l'IA finalement pourrait prendre de plus en plus de part dans l'utilisation globale de la moto. Alors c'est extrêmement intéressant et pour ça il faut faire un parallèle avec une autre industrie qui est notre sœur, notre cousine, hein, très proche finalement, c'est un membre de la famille dirons-nous, c'est l'automobile. Bien évidemment, l'automobile a toujours, historiquement parlant, quelques années d'avance sur le monde de la moto. Dépendant des technos, dépendant de ce dont on parle, on peut être entre 5 à des fois même 10 ans d'avance sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on le sait, les voitures les plus modernes, et souvent les voitures électriques qui sont un peu porte-étendard de ce genre de choses, sont massivement intégrées avec de l'IA. C'est le cas par exemple de la marque BYD, hein, avec cette magnifique style qui va avoir plein d'assistances qui sont un peu dopées à l'IA. Ça va être le cas aussi, bien sûr, de chez Tesla, qui, à mon avis, est le meilleur exemple de ça, avec aujourd'hui leur système FSD, hein, le Full Self-Driving, qui est donc un système de conduite totalement autonome hein, et qui va pouvoir vous emmener d'un point A à un point B sans que vous n'ayez quasiment à toucher au volant ou que vous n'ayez d'intervention à faire. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui en moto, mais la moto va petit à petit se doter d'assistances liées à l'intelligence artificielle et je pense que on va voir arriver ça d'ici un horizon de 3 à 5 ans. Il y a des choses qui commencent déjà à être faites, avec notamment par exemple la dernière Z900 qui intègre avec l'application Kawasaki tout un système où vous allez pouvoir, avec votre intercom, dire « Hey Kawasaki !» et lui poser des questions façon un petit peu Siri pour l'iPhone et lui dire par exemple « Écoute, là, je pars en balade, j'ai besoin de savoir où est-ce que je peux trouver une station-service d'ici 50 km parce que du coup, j'ai plus d'essence. » Et c'est un premier pas. Alors, bien sûr, il faut savoir compartimenter les choses et ne pas non plus se faire des fantasmes ou des peurs qui n'ont pas de raison d'être. L'idée n'est pas de faire que demain, votre moto conduise à votre place et que vous n'ayez plus aucun contrôle sur la machine, parce que si c'est pour ça, autant avoir une voiture. Par contre, il est fort probable que l'intelligence artificielle vienne se glisser dans tout ce qui est assistance électronique. Les contrôles de traction, les centrales inertielles. Et d'ailleurs, hein, si on réfléchit un petit peu de cette façon-là, il y a une moto qui intègre déjà de l'IA de façon massive, c'est cette moto. La Panigale V4 avec le fameux DVO, le Ducati Vehicle Observer, c'est une moto qui est déjà dopée à l'IA. Parce que c'est quoi finalement le Ducati Vehicle Observer? En fait, c'est le simulacre, la simulation de 70 sondes sur la moto, mais ce ne sont pas des sondes réelles. Et qu'est-ce qui calcule ça? Un algorithme et une intelligence artificielle qui va faire comme si vous aviez en fait réellement 70 capteurs autour de la moto qui vont analyser en temps réel plein d'éléments pour pouvoir prédire avec le maximum de précision le comportement à adopter, les réglages à effectuer en temps réel sur la moto pour que cette dernière soit la plus efficace possible. Donc en fait, finalement, on y est déjà. Aujourd'hui, c'est très en pointe sur les motos, soit les plus modernes, les plus récentes ou les plus chères, à l'image de la Panigale V4, mais ça va venir à se développer et ça nous permettra d'avoir des assistances qui seront un petit peu plus fiables, un petit peu plus précises. À l'image du coup de cette dernière question que nous pose RMG Leather, je me suis complètement planté sur la scène que je voulais mettre, mais c'est pas grave, comme ça vous avez la dernière question. ABS électronique de Brembo, qu'en pensez-vous? Et alors ça c'est super intéressant puisque Brembo travaille depuis un certain temps sur un système qui se voudrait ringardisant
l'ABS. Et ce système, il s'appelle Sensify. Et en réalité, eh bien Brembo ont une volonté, une ambition affichée depuis maintenant pas mal de temps, qui communique là-dessus, de créer un système de freinage dans lequel il n'y aurait plus aucun liquide. Je vous lis un petit peu ce qu'ils disent. Première plateforme intégrée, qui orchestre l'ensemble de l'écosystème d'angles. Tout ça, ça a été traduit un petit peu façon Google Trad. Hein. Mais bon, en contrôlant indépendamment les 4 roues et en interagissant, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, en continu avec le conducteur, il établit une nouvelle référence mondiale en matière de sécurité des véhicules et fait avancer notre raison d'être, façonner un avenir sans incident. Alors, attention, quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez des freins sur votre véhicule, sur votre moto, sur votre voiture, vous savez comment ça fonctionne. On pousse une pédale, on appuie sur un levier et ça va venir pousser un liquide qui va du coup actionner les mâchoires de votre étrier pour que les plaquettes viennent se placer sur le disque et du coup ralentir la machine. Et l'ABS, c'est quoi? C'est quand il détecte un blocage, c'est un système qui, quand il détecte un blocage de la roue, va relâcher très légèrement cette pression, et c'est là que vous sentez le fameux clac-clac-clac quand vous appuyez trop fort sur votre frein. Le système Sensify, son objectif, c'est de faire disparaître tout ça. Et là, vous avez ici une simulation du système Sensify, donc c'est un système qui serait purement et 100% électronique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait absolument à aucun moment de la chaîne, eh bien, du liquide qui serait utilisé. On serait vraiment sur un système purement électronique qui commande directement les 4 étriers. Ici, voilà, on a les 4 étriers sur une voiture, sur une moto, c'en serait 2. Et là, vous voyez, intégration des étriers, disques, matériaux de friction Brembo avec logiciel, algorithme et données. Donc tout le système est montré ici. Premier système de freinage sans fluide, assurant le contrôle continu du freinage de chaque roue. Et alors, l'intérêt de ce système-là, il est multiple, mais c'est surtout en fait qu'il va permettre de créer quelque chose de prédictif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système ABS, il est réactif, il réagit à ce qui se passe. Alors qu'avec un système comme ça, dans lequel on va pouvoir intégrer de l'électronique, on va avoir la possibilité d'anticiper justement les retours ou le blocage de la roue et d'être encore plus efficace dans l'utilisation de ce système. Et je sais que certains parmi vous qui sont extrêmement cultivés pourraient venir me parler d'un système un peu similaire qui a été inventé il y a quelques temps de cela et qui n'a pas été extrêmement couronné de succès. Ce système équipait notamment la McLaren SLR, la fameuse SLR de chez Mercedes, un produit qu'ils avaient commandé à McLaren et qui justement utilisait un système de freinage sans, on va dire, c'était des micros, des servomoteurs qui étaient commandés par la pédale et il n'y avait pas de véritable connexion mécanique et le système était une catastrophe. Alors on pourrait se dire, pourquoi si on a appris de l'histoire? Eh bien tout simplement parce que en fait le système Sensify n'est pas du tout basé sur la même chose, c'est un système qui est purement informatisé, il n'y a aucun moment où il y a une action mécanique avec des fluides, c'est vraiment entièrement logiciel et là vous voyez, contrairement au système de freinage traditionnel qui applique la même pression sur les 4 roues, Sensify contrôle et supervise en continu l'action de freinage sur chaque roue de manière indépendante, rapide et plus précise. Cela permet un plaisir de conduite maximal. Bon, ça, c'est les histoires un petit peu de marketing. Et vous voyez, 1978 à aujourd'hui, vous voyez, on revient. Voilà, il y a tous les systèmes qui ont été inventés. Hein, voilà, les différents systèmes avec le liquide de frein, avec voilà, la pédale de frein qui vibre quand l'ABS s'active. Et bien tout ça, ça pourrait être quelque chose qui fait partie du passé dans les prochaines années, puisque Brembo sont effectivement en train de travailler sur ce système et semblent sur le point de le concrétiser. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que de toute façon, tout ce qui peut contribuer à la sécurité des motards et motards, c'est quelque chose pour lequel je suis totalement pour. Qu'il y ait de la technologie ou qu'il n'y ait pas de technologie, pour moi, l'important, c'est de pouvoir profiter de la moto dans les meilleures conditions possibles. Et donc, en ce sens, eh bien, ça pourrait être extrêmement intéressant de voir arriver ce système dans les prochaines années. Je pense qu'il risque d'y avoir un certain nombre d'évolutions au niveau des participles sur les motos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse fourche Hitachi Astemo qui intégrait à la fois la fourche et le freinage pour avoir en fait quelque chose de plus rigide et de plus léger hein, plutôt que d'avoir des éléments séparés. Et bien c'est pareil, ce sont des trucs que j'ai très hâte de voir, qui sait peut-être au prochain EICMA 2026. En tout cas, d'ici là, les amis,
Croyez-moi qu'il y aura encore beaucoup de contenu. Cette FAQ est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Je n'aurai jamais de cesse de vous le dire. Mais encore une fois, un énorme merci au soutien justement que vous m'apportez. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao.